Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter les prémices de la décolonisation. C'est un thème nouveau et j'éprouve le besoin de donner une petite explication au départ parce que vous formez deux groupes, le groupe du jeudi matin et le groupe du vendredi après-midi. Or, il se trouve que vous n'êtes pas arrivés les uns et les autres exactement au même point. Il y a un décalage il y a un petit décalage. Donc, aussitôt que possible, je le compléterai pour le groupe qui est victime de ce trou dans le cours, je le comblerai pour que vous ayez quelque chose en continu et qu'il n'y ait pas de hiatus. Donc, les prémices de la décolonisation. Prémices de la décolonisation, et nous allons commencer par préciser que la décolonisation est un phénomène international. International parce que tous les pays colonisateurs ont été concernés. Pas en même temps, il y a des décalages chronologiques, mais on peut faire une comparaison qui est quand même intéressante entre l'attitude des Britanniques et l'attitude des Français. Les Britanniques ont bien compris que le temps de la décolonisation était arrivé. Et ils négocient avec les interlocuteurs pour essayer d'éviter des drames, pour que la transition se fasse, je dirais, avec le moins d'à-coups possible. Ils n'évitent pas toujours les drames, comme en Inde par exemple. Mais ils ont cette volonté, bien que ce ne soit pas de gaieté de cœur. Les Français, eux, refusent la disparition de l'empire colonial. Ils changent de nom, il devient l'Union française au lieu d'être l'empire, mais il y a peu d'évolutions, il y a des évolutions à la marge simplement. C'est aussi un phénomène irréversible. Irréversible parce que les États qui ont accédé à l'indépendance sont de nouveaux États et donc ils entrent à l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui vient d'être créée. C'est un phénomène décisif aussi parce que ces États, ces nouveaux États, participent au concert des nations, c'est-à-dire qu'ils participent aux relations entre États, États anciens, États nouveaux, et ils apportent leur solidarité aux pays qui sont toujours des colonies et qui luttent pour leur indépendance. Le second point, c'est que, et cela découle du premier bien entendu, c'est que les responsables politiques français ont traité ce problème au jour le jour. Ils n'en voyaient pas l'utilité et ils ont réagi par la répression vis-à-vis des colonisés. Parce que, considéraient-ils, ils apportaient à ces peuples la civilisation. On ne parlait pas de pluriel, on ne parlait pas des civilisations. Et donc, aussi longtemps que ces peuples ne seraient pas civilisés, la position, les idées du colonisateur se justifiaient à leurs yeux. Donc, ils refusent de négocier. Ils refusent de négocier et ils traitent ce problème au jour le jour. Et le traitent comment? Par la répression la plupart du temps. Ensuite, et tout cela est articulé et découle, et il n'y a pas de négociation, donc, avec les intéressés, puisque de toute façon, les problèmes sont abordés au jour le jour, et que de toute façon, on verra lorsque tous ces peuples auront accédé à la civilisation, puisque ce qui était mis en avant, c'était le rôle civilisateur des Européens qui avaient des colonies. Alors, pour traiter ce thème, j'ai essentiellement mais pas uniquement, et essentiellement parce que c'est un livre qui fait le point des acquis des recherches historiques aujourd'hui, donc décolonisation française, la chute de l'Empire. Je ne traite pas de la chute pour l'instant, je ne parle que d'ébranlement de l'Empire, car j'essaie de suivre à peu près un déroulement chronologique, en insistant sur deux points qui ont été fondamentaux pour la vie de la 4ème République, en insistant sur l'Indochine et en insistant sur l'Algérie. Mais il ne faut pas que l'Indochine et l'Algérie occultent ce qui s'est passé par ailleurs. Et nous verrons que c'est un phénomène général. Donc, la chute d'un empire et, je parle d'ébranlement, et
Parmi les contributeurs, vous le voyez, il y a Pascal Blanchard, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, si vous regardez Arte et les informations d'Arte. Généralement, à la fin des informations d'Arte, il y a un petit débat auquel participe parfois Pascal Blanchard. Alors maintenant, voyons l'ébranlement de l'Empire. Et quels sont les signes avant-coureurs de cette aspiration à l'indépendance? D'abord, avant de parler de signes avant-coureurs, il faut signaler que l'Empire est un enjeu aussi bien pour De Gaulle que pour Vichy, aussi bien pour la France libre que pour la France de Vichy. C'est un enjeu, mais aussi on pourrait dire que l'Empire est en jeu. Pour Vichy, c'est très simple. L'Empire est fidèle. Il est fidèle pourquoi? Eh bien, il est fidèle parce que la France libre, au cours de l'été 1940, a essayé de s'emparer de Dakar. La France libre, en accord avec la Grande-Bretagne, a organisé une expédition navale, y compris avec quelques vaisseaux britanniques, et ce qui pouvait rester de vaisseaux, mais de pas grande importance français, avec des détachements de la France libre, c'est-à-dire de Français qui avaient rejoint De Gaulle à Londres. Donc, ils organisent une expédition navale contre Dakar, qui est tenue par les forces de Vichy, et qui décide de résister. Donc il y a des combats. Et Dakar reste à Vichy. C'est un échec. L'histoire de la France libre commence difficilement avec d'abord Mercel-Kébir et ensuite Dakar. Mercel-Kébir, ce sont les Britanniques uniquement qui anéantissent la flotte française qui s'était réfugiée donc à Mercel-Kébir plutôt que de rejoindre un port britannique où elle serait désarmée. Donc, j'étais en train de vous dire que les héros de Dakar sont exaltés par Vichy et que la France libre commence par un échec. Alors, Dakar ne sera pas la capitale de la France libre. Pour les Britanniques, ça aurait été une position stratégique remarquable face à l'océan Atlantique, où pouvait se mener une guerre navale, parce que les relations avec les États-Unis étaient essentielles pour la Grande-Bretagne, et que l'Allemagne pouvait les briser, ces relations, par une guerre sous-marine. Bon, bref, cela n'est pas notre sujet. Donc, pour Vichy, l'Empire est fidèle. Alors la France libre va trouver un autre lieu où elle peut réunir la résistance pour essayer de rallier les colonies. Cet autre lieu, c'est Brazzaville. Mais j'y reviendrai dans un instant. Ensuite, lorsque les Alliés débarquent en Afrique du Nord, quand je parle des Alliés, il s'agit des Nord-Américains et des Britanniques, donc les Anglo-Saxons d'une façon générale. Lorsqu'ils débarquent en Afrique du Nord, bon, d'abord c'est un chaos absolument épouvantable, parce que personne ne s'y retrouve, parce que les troupes de Vichy essaient de résister mais ne résistent pas très longtemps, parce que Vichy considère que c'est une invasion, parce que Darlan est en Afrique du Nord à ce moment-là, qu'on ne sait pas quel est son rôle, parce qu'il va être assassiné. Bah, enfin bref, c'est extrêmement compliqué. Mais dans les mois qui suivent, De Gaulle réussit à créer un comité français de libération nationale, où il rassemble les représentants de la résistance. Ce comité français de libération nationale se transforme et devient rapidement un gouvernement provisoire de la République française. Et la France libre devient la France combattante, combattante aux côtés de ses alliés. En même temps, apparaissent les premières revendications. Première revendication, décoloniser. En 1943, c'est le manifeste du peuple algérien qui est publié. Il est dû à un pharmacien, Ferhat Abbas, qui est plutôt un modéré et qui ne demande pas d'emblée l'indépendance. Son idée, c'est de créer une fédération dans laquelle l'Algérie serait associée à la France. Ferhat Abbas est le type même des évolués, ceux qui ont acquis la culture française, ces notables qui sont finalement plus ou moins acceptés. Mais là, Ferhat Abbas est dans une position d'opposition, bien entendu,
puisqu'il va au-delà de la situation existante, alors que l'Algérie, depuis 1848, était divisée en 3 départements. Celui de l'ouest à l'est, celui d'Oran, d'Alger et de Constantine. Le sud formant les territoires du sud, tout simplement. Donc l'Algérie, première revendication. Et puis le Maroc. Le Maroc est un protectorat. Ce n'est pas une colonie, ce ne sont pas des départements, c'est un protectorat où il y a un sultan qui est en théorie un souverain, protégé par la France. Et là, l'Istiklal publie un manifeste pour l'indépendance. Nous sommes en 1944. Donc, là, on n'est pas comme en Algérie dans des départements français, mais on est dans un protectorat. Mais il y a des mouvements divers qui apparaissent dans d'autres lieux également. Mouvements divers qui apparaissent. Alors, Maroc, pardon, excusez-moi, voici une photo qui montre qu'au Maroc, il y a une effervescence, qu'il y a déjà des revendications, et les soldats français qui sont au Maroc procèdent à des vérifications d'identité et parfois des arrestations. Donc on les voit au milieu d'un certain nombre de Marocains en train de faire ces vérifications d'identité. Vous voyez un homme qui lève les mains, on ne voit pas son visage parce que devant il y a un soldat français, certainement en train de le fouiller pour voir s'il ne porte pas d'armes. Et vous avez également donc d'autres soldats que l'on voit armés de fusils. Donc d'autres mouvements, et en particulier au Liban, dans la conférence de Brazzaville, première revendication, avec excusez-moi, d'autres mouvements au Liban, en Syrie, dans les Antilles, au Sénégal et à Madagascar. Il faut signaler que le Liban et la Syrie sont des protectorats, que les Antilles ne sont pas encore des départements et que le Sénégal et Madagascar sont des colonies. Donc, un certain nombre de mouvements apparaissent à ce moment-là. Et De Gaulle décide de réunir, il est encore le chef de la résistance, il est encore le chef du gouvernement provisoire de la République française. Donc, il réunit une conférence à Brazzaville. Cette conférence de Brazzaville, vous le voyez, Brazzaville, c'est au Congo. Enfin, vous le voyez, vous ne le voyez pas, mais vous voyez où est le Congo. À côté du Congo belge. Donc, dans l'Afrique équatoriale française, qui comprend le Congo, le Gabon, le Cameroun, l'Oubangui-Chari et le Tchad. Et tout le reste formant l'Afrique occidentale française. À quoi il faut ajouter Madagascar et la côte française des Somalies. Bien entendu, vous constatez que l'Afrique du Nord n'y est pas, puisque le Maroc à l'ouest et la Tunisie à l'est sont des protectorats. Et que l'Algérie, depuis 1848, est divisée en départements, le sud formant des territoires du sud. Donc, la conférence de Brazzaville, et Brazzaville, là, vous repérez Brazzaville, se trouve dans ce point rouge, à côté de la République du Congo, qui à l'époque était une colonie belge. Donc, cette conférence est, je dirais, organisée, ou en tout cas soutenue, par Félix Éboué. Félix Éboué, que vous voyez, serrant la main à De Gaulle, qui vient de descendre de cet avion, qui est orné de la croix de Lorraine. Félix Éboué est un, entre guillemets, de ces évolués. Il est né en Guyane. Il a la peau noire. Il fait partie de ces élèves méritants qui réussissent très bien à l'école. Il reçoit une bourse. Il va au lycée de Bordeaux. Et sorti du lycée de Bordeaux, il demande avec insistance à faire l'école coloniale. Et il fait l'école coloniale. Et une fois qu'il a fait l'école coloniale, il demande avec insistance à être envoyé en Afrique. Et il est envoyé en Afrique. Lorsque les deux hommes se serrent la main, De Gaulle et Félix Éboué, il y a plus de 20 ans que Félix Éboué est en poste en Afrique. Donc, cette conférence a lieu
à Brazzaville. Elle a lieu à Brazzaville le 30 janvier 1944. Et toute la résistance va être présente. Alors là, c'était Alger, c'était en 1942, après 1942, que Alger était devenu la capitale de l'Empire. Alors voici Brazzaville. Brazzaville, où l'on voit l'assistance qui écoute De Gaulle, qui a fait un discours, bien entendu, on va voir quel est le contenu de son discours. On voit les uniformes, on voit les casques coloniaux, on voit les uniformes blancs de tous ces fonctionnaires qui sont issus de l'école coloniale et ces militaires qui sont en poste là. Et donc, De Gaulle s'adresse à eux. Alors, que leur dit-il? Eh bien, il leur dit que l'Empire doit connaître une salutaire transformation. Salutaire transformation pour l'Afrique en général. Mais, si l'Empire doit se réformer, il n'est pas question d'indépendance. Et De Gaulle le dit très clairement dans son discours, ce qui provoque bien sûr la déception des nationalistes. Alors attention, nationalistes, puisque le mot est lâché, nationaliste en Europe, cela signifie, utilisé par les intéressés ou pas, cela signifie que politiquement, il se situe à l'extrême droite. Dans les pays où il y a des colonies, dans les pays colonisés, nationaliste signifie que les partisans du nationalisme veulent l'indépendance de la colonie. Donc vous voyez, ce sont deux sens différents selon qu'on se situe en Europe et selon qu'on se situe dans les colonies. Donc j'emploierai à plusieurs reprises le mot nationaliste, mais nationaliste dans le cadre des colonies et donc de cette aspiration à l'indépendance. Donc De Gaulle, pour en revenir à son discours, dit ceci, ce qui provoque la déception: les fins de l'œuvre de civilisation écartent toute idée d'autonomie. Autrement dit, aussi longtemps que l'œuvre de civilisation au singulier ne sera pas terminée, eh bien, cela écarte, tant que les peuples ne sont pas civilisés, il n'est pas question d'autonomie. Et bien entendu, il est encore moins question d'indépendance. Il évoque une forme fédérale éventuellement, mais pas d'autonomie et pas d'indépendance. Mais en même temps, il évolue, parce que, en octobre 1944, il reconnaît qu'il faut conduire un développement qui permette de s'administrer, à ces peuples de s'administrer, et plus tard de se gouverner eux-mêmes. Donc, il accepte cette idée, mais il la repousse. Et toujours, cet a priori, il faut que ces peuples soient d'abord civilisés avant de devenir indépendants. Mais au même moment, au Maroc, la répression se fait plus forte et on procède à des centaines d'arrestations. À côté de cela, il y a la volonté de contrôler l'Empire. Alors cette volonté de contrôler l'Empire, comment s'exprime-t-elle? Eh bien d'abord, elle va s'exprimer de façon tragique par un massacre. Un massacre qui a lieu au Sénégal, à Tiaroy. Pendant très longtemps, cela a été largement méconnu, pour ne pas dire oublié, pour ne pas dire occulté. Aujourd'hui, c'est un thème qui commence à émerger. Alors que s'est-il passé au Sénégal, à Tiaroy? Bien voici, par exemple, une photo qui montre ces événements. D'abord, au premier plan, sur la droite, on voit qu'il s'agit d'une cérémonie militaire. Des tirailleurs sénégalais présentent les armes, sous le commandement d'un officier ou d'un sous-officier, que l'on voit avec le casque colonial. Mais en même temps, tout autour, vous avez une manifestation avec des panneaux où l'on peut lire « Combattants et prisonniers de guerre 39-45, rapatriés mécontents ». Que se passe-t-il? Combattants et prisonniers de guerre 1939-45. Un autre panneau dit
Deuxième portion égale travail forcé. La deuxième portion qui a été versée aux tirailleurs sénégalais, puisqu'il s'agit de cela, n'était pas le solde de la totalité de leur solde, puisqu'un soldat reçoit une solde. Et donc, cette deuxième portion était assimilée au travail forcé, car le travail forcé était encore d'actualité dans les colonies. Et puis, le dernier panneau sur la droite, libérer nos détenus, libérer nos détenus. Donc, un certain nombre de ces tirailleurs sénégalais étaient détenus. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, de novembre 1944 à mars 1945, 9000 soldats d'Afrique occidentale française, c'est-à-dire du Sénégal, tirailleurs sénégalais, mais tous n'étaient pas sénégalais, bien entendu, sont renvoyés dans leur pays, et plus exactement, sont envoyés au camp de Tiaroy, au Sénégal. Pourquoi? 9000 d'entre eux sont renvoyés de France dans le camp de Tiaroy. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, je cite, entre guillemets, de blanchir les troupes d'occupation en Allemagne. Les Allemands accepteraient très mal que, à nouveau, puisque cela s'était déjà produit, je vais y revenir, que, à nouveau, on envoie des troupes de couleur en occupation en Allemagne. Parce que des Européens, des hommes blancs, sont humiliés d'être contrôlés, gardés par des troupes de couleur. En 1918, après la Grande Guerre, la France avait envoyé des troupes coloniales en Allemagne, rive gauche du Rhin et sur le Rhin. On les avait accusés de toutes sortes de crimes sexuels, crimes la plupart du temps imaginaires. Et donc, il y avait cette hostilité qui s'était manifestée très fort contre la présence de troupes de couleur. Et là, cette fois, les Français, cédant sans doute aux Nord-Américains, bien que les Américains aient des troupes de couleur aussi, donc décident de ne pas envoyer des tirailleurs sénégalais et les renvoient donc au Sénégal, au camp de Tiaroy. Or, leur solde n'est pas payé dans sa totalité, disons, et ils réclament les arriérés de leur solde. Le général qui est en poste, alors Tiaroy, un camp militaire du Sénégal, donc vous avez l'orthographe de Tiaroy. Donc le général qui est en poste donc au Sénégal, le général Dagnan, essaie d'aller les voir, de parler avec eux, de leur faire accepter ce qui a été décidé par le gouvernement, mais sa voiture est bousculée. Un incident. Il fait encercler le camp de Tiaroy. Et les fusils mitrailleurs sont mis en batterie. Et le 1er décembre 1944, tous ceux qui sont dans le camp sont rassemblés sur l'esplanade. Ils ont été désarmés auparavant, bien entendu. Et, je m'en tiens au fait, on tire sur eux. 24 morts. 24 morts, à quoi il faut ajouter 45 morts des suites de leurs blessures. D'autres sont arrêtés. Ils comparaissent devant la justice militaire. Il faut faire un exemple, car il ne faudrait pas que les tirailleurs sénégalais commencent à revendiquer. Cela pourrait être un mauvais exemple. Donc il faut faire précisément un exemple. Et certains d'entre eux sont condamnés. Le général André Bache reconnaîtra cela et reconnaîtra qu'effectivement il y a eu à Tiaroy ce massacre. En 1947, en juin 1947, Vincent Auriol se rend à Dakar au Sénégal. Et là, il va user de sa grâce présidentielle. Et donc, les tirailleurs sénégalais qui avaient pu être condamnés aux arrêts ou à de la prison, etc., sont libérés. Alors voilà pour ce qui se passe à Tiaroy. Tiaroy qui était largement oublié. Alors maintenant, il y a plus grave encore. Et c'est dans le prolongement. Tiaroy, c'est décembre 1944.
En mai 1945, l'Allemagne est vaincue. Elle signe la capitulation sans condition, le 8 mai 1945. C'est la joie, bien entendu. C'est la joie, et c'est la joie en France, mais aussi en Algérie, département français. Et les Algériens, pardon, quand je dis les Algériens, j'entends par là les habitants d'Algérie, les indigènes, c'est-à-dire les Arabes et les Berbères. Donc les Européens aussi manifestent leur joie, bien entendu. Tout le monde manifeste sa joie. Mais on a interdit aux indigènes de manifester en faisant apparaître des drapeaux algériens. Donc nous sommes le 8 mai 1945. Donc dans les rues de certaines villes, de toutes les villes, mais en particulier de Sétif, de Guelma, de Kerata, mais Sétif d'abord, eh bien on manifeste et on a interdit aux indigènes d'arborer le drapeau algérien, que voici. Cette photo, elle est très récente. Elle date des grandes manifestations continues en Algérie contre la présentation d'un candidat du FLN aux élections présidentielles. Donc, bon, c'est le drapeau algérien, voilà, qui est arboré régulièrement. Et donc, il était interdit à Sétif d'arborer le moindre drapeau algérien. Parce que cela voulait dire qu'on revendiquait l'indépendance, ce qui était inadmissible. Or, alors que Messali Hadj a lancé des proclamations pour l'indépendance, Messali Hadj est un leader nationaliste, au sens où on l'entend dans un pays colonisé, même si l'Algérie était divisée en 3 départements. Messali Hadj donc est un leader reconnu par les nationalistes, en l'absence, parce que ça n'existe pas encore, du FLN. Le FLN n'existe pas. Il n'apparaîtra que par la suite. Lorsque la police voit ce drapeau algérien, elle tire sur le porteur du drapeau, qui est tué. En réponse à cela, les indigènes, arabes, berbères, etc., vont participer à une émeute qui va tuer environ 100 Européens. Donc, c'est un événement important. Et l'armée française va réagir de façon extrêmement violente. On a évalué le nombre de morts à 10 000 à 30 000. Alors, 10 000 à 30 000. 10 000 à 30 000. Alors, Sétif, vous le voyez, c'est dans le secteur de Constantine, c'est-à-dire à l'est de l'Algérie. Voici donc l'endroit précis, vous voyez Constantine, entre Sétif, Kerata et Guelma. Ce sont les 3 villes qui ont été concernées par ces émeutes. Et ensuite, bien sûr, les émeutes surtout Sétif, et ensuite la répression. La répression qui a été terrible, 10 000 à 30 000 morts. Il s'agit pour l'armée de briser la volonté d'indépendance des Arabes et des Berbères. Et il s'agit de frapper l'opinion. Alors la répression, elle est aveugle. Aveugle, en particulier, cette séquence, c'est une vidéo qui est très connue, qui est passée plusieurs fois à la télévision. On voit un berger sous sa tente avec son bétail. Il vient de sortir et il est abattu par ses soldats. Donc il est battu alors qu'il n'est pas armé, qu'il lève les mains, etc. Et l'armée veut organiser des redditions, je dirais, montées, truquées. C'est-à-dire qu'elle distribue des fusils à des habitants de village, aux hommes, sans munitions, et qu'ensuite ces hommes doivent faire une reddition imaginaire pour que dans les bandes d'actualité françaises, on voit effectivement cette reddition de ces Arabes, de ces Berbères qui se sont soulevés. C'est destiné à frapper l'opinion
Et voici une autre photo où l'on voit une autre reddition. Et quand on regarde la photo, bien sûr on voit les généraux qui sont au premier plan, à droite, mais totalement à gauche, on voit un vaisseau. Les vaisseaux de guerre ont tiré par-dessus les collines, en aveugle, ce qui explique le nombre de morts bien entendu. Donc ce qu'on montre, il y a ce qu'on montre, il y a ce qu'on fait. C'est un petit peu ce qui va se passer pendant la guerre d'Algérie, bien entendu. Les cadavres disparaissent, les traces de la dépression disparaissent, et les autorités, quand je dis les autorités, c'est le gouvernement, c'est l'armée, empêchent la création d'une commission d'enquête parlementaire. Donc cela sera tenu sous le boisseau. Mais aujourd'hui, on sait que le 8 mai 1945, les événements de Sétif et de Guelma ont été le premier signe avant-coureur du profond malaise qui existait en Algérie. Ensuite, ce sont les mandats qui sont en jeu. Alors, les mandats concernent surtout la Syrie et le Liban. La France, depuis 1920, avait un mandat sur la Syrie et le Liban. C'est-à-dire, c'était des territoires qui avaient appartenu à la Turquie, à l'Empire ottoman, comme on disait à l'époque, dans l'Empire ottoman, car les Turcs et les Arabes ne sont pas tout à fait le même peuple, même s'ils ont la même religion. Donc, la France avait reçu un mandat pour conduire ces peuples à l'indépendance. C'est toujours le même processus. Ces peuples ne sont pas assez mûrs. Il faut qu'ils aient le temps de mûrir. Il faut qu'ils aient le temps d'assimiler leur future indépendance. Et lorsqu'ils seront prêts, on leur accordera l'indépendance. Sauf que, au Liban, les revendications sont précoces et que la France est obligée d'accepter l'indépendance dès 1943. Alors voici une photo qui montre le premier président du Liban, suivi par une escorte constituée de civils et de militaires, et qui salue le drapeau du Liban avec le fameux cèdre que vous connaissez. Donc, indépendant en 1943, mais indépendant réellement en 1945. Donc, il faudra un peu de temps pour que le Liban revienne indépendant après que son indépendance soit reconnue. Et en attendant, c'est la France qui reste au Liban. Et elle reste et elle assure l'ordre. C'est-à-dire que ceux qui revendiquent autre chose, ou revendiquent contre la présence française. C'est une photo qui est très dure, bien entendu. C'est quelqu'un qui est pendu, en présence des troupes françaises, qui contiennent la foule des spectateurs, car l'exécution s'est faite en public, comme vous le constatez. Donc, la Syrie et le Liban est devenu indépendant dans les conditions que je viens de vous signaler. Quant à la Syrie, elle devient aussi indépendante, mais les Français se rendent très vite compte que les Anglais, que les Britanniques, désirent rester dans la région. Il y a une concurrence qui existe forte entre Britanniques et Français. Alors, les Français ont été renforcés par des troupes envoyées par le gouvernement français de la République, par le gouvernement provisoire de la République française, et envoyées en Syrie, essentiellement. Et là, ce sont des grèves, des manifestations anti-françaises essentiellement en Syrie. Tant et si bien que la situation est suffisamment tendue pour que Damas soit bombardé par l'armée française, ce qui fait 1000 morts, et que des violents combats aient lieu le 29 mai 1945. Et voici Damas, après bombardement et après ces combats, donc de mai 1945. Donc le Liban et la Syrie, parfois dans le drame, parfois dans la guerre, accèdent finalement à l'indépendance. En même temps se tient en Europe le dernier congrès panafricain, le dernier congrès qui a lieu à Manchester. Alors c'est intéressant parce que au congrès de Manchester, qui est
le quatrième qui a lieu en Europe, se trouvaient réunis des classes moyennes, essentiellement britanniques, et, entre guillemets, des évolués. Et ensemble, ils réfléchissaient à des processus qui pouvaient mener à l'indépendance. À l'indépendance, je dirais, comme aboutissement, bien entendu. Mais après Manchester, il n'y aura plus de congrès panafricains en Europe. Ils auront lieu dans d'autres lieux. Et ils auront lieu dans des endroits où les pays invitants manifesteront leur solidarité à l'égard des pays qui sont encore en lutte pour obtenir l'indépendance. Donc l'Empire est ébranlé. Il est ébranlé, mais De Gaulle, puis le gouvernement français de la 4ème République vont créer l'Union française. Et d'abord, on en revient à un vieux poncif, c'est-à-dire la propagande coloniale. Propagande coloniale qui est conforme à la tradition de la Troisième République et de Vichy. Alors, en quoi consiste-t-elle, cette propagande? Eh bien, voici par exemple une affiche qui montre que Paris est la capitale de l'Union française. Alors, que voit-on? Eh bien, on voit une tour Eiffel, bien entendu, représentant la France, représentant Paris, mais la tour Eiffel qui n'est pas située à Paris, qui est située dans ce bloc africain de l'Ouest, où la France est dominante, AEF, AOF et Afrique du Nord. Mais en même temps, la tour Eiffel projette vers son influence vers la France, mais bien sûr elle est à Paris, et vers l'Afrique bien sûr, et vers l'Indochine. Donc, Paris devient la capitale de l'Union française. Alors, pour développer les colonies, on lance des bons d'équipement. Alors, des bons d'équipement de l'Algérie à 4 ans. Le prix d'émission, vous le voyez, est de 860 francs et la valeur de remboursement est de 1000 francs, ce qui en soi est une opération intéressante, même s'il y a de l'inflation en France qui est forte, hein. Il ne faut pas l'oublier. Le taux d'intérêt est légèrement inférieur à 4%. Et puis vous avez des bons d'équipement. Alors les bons d'équipement sont exempts de l'impôt général sur le revenu et tout impôt frappant les valeurs mobilières seront admis en souscription à tous emprunts émis par l'Algérie. Autrement dit, grâce à ces bons, si vous souscrivez à ces bons, vous allez participer au développement de l'Algérie. Vous allez aider à la construction de barrages, comme Yangon, à la construction d'usines, alimentées par l'énergie électrique. Vous allez participer à l'ouverture de voies ferrées, alimentées par l'énergie électrique, et vous allez participer à la construction, la modernisation de ports. Et puis aussi, il ne faut pas oublier l'agriculture, avec ce magnifique tracteur. Sauf qu'on peut se demander qui est capable en Algérie d'acheter un tracteur. Certainement pas, entre guillemets, les indigènes. Donc voilà, des bons d'équipement pour l'Algérie, pour l'AOF, Afrique occidentale française. Alors là, effectivement, la lecture est plus difficile, mais tout à fait en haut, on voit écrit en noir sur fond rouge un vaste programme de travaux d'équipement et de modernisation en AOF. L'Union française, et Union française bien sûr, le développement économique de l'AOF. Alors que voit-on? On voit un port, on voit ensuite du bétail, on voit ce qui ressemble à un barrage, et on voit un bâtiment, donc de l'urbanisme. On voit ensuite ici une photo avec une machine sur laquelle se penche un Africain, et puis la vie dans un village. Donc voilà une image qui se veut à la fois traditionnelle et moderne de la WEF, qui est en train d'évoluer. Ici, c'est une photo du Trans-Saharien. C'est une automotrice qui fonctionne avec du diesel. Et donc, c'est la liaison entre les départements français d'Algérie et les territoires du sud algériens. Donc, un Trans-Saharien est construit. Et puis, nous avons une foire exposition au Maroc où on montre les réalisations qui sont faites par la France et par les Marocains, bien entendu. Que voit-on? Pas grand-chose. On voit
beaucoup d'Européens surtout des notables, avec quelques uniformes, avec fort peu de Marocains. On en voit deux en costume traditionnel. Le premier sur la droite, presque au premier plan, un autre qui est perdu dans la foule des invités. Alors on voit que, ben, effectivement, on fait du vin. On peut se demander pourquoi du vin dans un pays où les musulmans n'en boivent pas, mais vous me direz qu'il y a des Européens aussi. Alors, vous avez au premier plan, à droite, de l'usine en France, au Maroc chez vous. Bon, d'accord. Vous avez quelques machines qui peuvent être utilisées dans des industries diverses, mais on ne voit pas tellement quelle est la destination de ces machines. Bon, finalement, c'est assez pauvre, hein, disons. Mais voilà, on aide les colonies à se développer. Et on insiste sur les réformes politiques, on insiste surtout sur la notion de progrès qui est vue à travers toutes ces affiches, et on veut ainsi donner matière aux fonctionnaires français qui siègent à l'ONU, parce que à l'ONU, souvent, les Français sont mis en accusation. Ils sont mis en accusation, un, par les États qui accèdent rapidement à l'indépendance, et ils sont mis en accusation par les États-Unis d'Amérique du Nord, qui eux sont par principe contre les colonies parce qu'ils disent que voilà, nous sommes un pays qui n'a pas de colonies, ce qui est vrai. Sauf que les États-Unis procèdent par d'autres moyens, par la puissance du dollar, et comme disait Theodore Roosevelt, par le big stick, par le gros bâton lorsque c'est nécessaire. C'est nécessaire pour eux, bien entendu. Alors, les colonisés, eux, ils n'acceptent pas ces revendications. Ils rejettent ce qui est présenté comme progrès. Et donc, les Français rejettent les revendications décolonisés qui, eux, voudraient accéder le plus rapidement possible à l'indépendance. Et ce ne sont que grèves, manifestations et parfois la guerre de façon larvée qui commence dans un certain nombre de ces colonies. Alors il faut se rendre compte que la France a été en guerre constamment, de 1830 à 1962. C'est-à-dire de la prise d'Alger en 1830 par les troupes françaises envoyées par Charles X jusqu'aux accords d'Évian de 1962. Alors bien sûr, il y a eu des périodes où il y a eu un calme relatif je dis bien, parce que la conquête d'Algérie a duré des années. On a fait des chansons autour du général Bugeaud, par exemple. On a enfumé les indigènes dans des grottes, ce qui a fait un scandale en France, etc. Dans d'autres colonies, il y a eu des guerres aussi. Il y a eu des tensions au Maroc, en Tunisie, il y a eu une révolte, par exemple, à Madagascar, au Cameroun, etc. Donc, la France a connu une situation de guerre de 1830 à 1962. Et la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale sont des moments, effectivement, où ça a été un paroxysme de la guerre, bien entendu, mais pour d'autres raisons. En même temps, c'est le moment où les vieilles colonies sont départementalisées. Alors, quelles sont les colonies qui sont départementalisées? Eh bien, vous avez la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Ces territoires deviennent départements en 1946. C'est en 1946 qu'ils deviennent départements. Alors que l'Algérie avait été départementalisée en 1848, avec 3 départements. En 1955, on fera de nouveaux départements, mais depuis 1848, elle est départementalisée. Et ces 4 territoires ne seront départementalisés qu'en 1946, donc tardivement. Et finalement, cela est assez bien accepté par des hommes comme Gaston Monnerville, qui sera un parlementaire, qui deviendra ensuite président du Sénat, ou par quelqu'un qui est plus connu,
Aimé Césaire. Aimé Césaire qui dira que, par exemple, ces 4 territoires entrent dans la famille française. Ces 4 territoires entrent dans la famille française. Il y aura cela le 12 mars 1946. Mais, quelque temps plus tard, en 1951, pour Césaire, ces départements sont des caricatures de départements français. Des caricatures, pourquoi? Mais parce que leur équipement ne peut pas être comparé à celui des départements français. Que ce sont des départements, je dirais, à minima. Et on peut constater que cette départementalisation, dont on voit ici une photo, là c'est la foule qui attend l'arrivée du préfet, un préfet va arriver, puisque c'est un département, un préfet va arriver, donc on l'attend, et cette départementalisation va stopper les aspirations indépendantistes pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y aura plus de revendications dans ces territoires pour l'indépendance, puisque ces départements deviennent des départements français. Alors, donc, on attend le préfet, donc vous voyez la foule qui attend, et puis là, le préfet arrive, et il offre à cette fille, à cette petite fille, du chocolat. Bon, c'est une façon de prendre contact. Donc, département français. En même temps, on assiste, et ça c'est bien sûr très important, à la fin des lois d'exception dans les colonies. Et cela grâce à l'action des élus coloniaux. Ils sont 8 fois plus nombreux qu'avant-guerre. Ils sont très actifs et ils sont favorables à des réformes. Ils sont très actifs, mais ils font partie, eux, du collège des évolués. C'est-à-dire que dans les colonies, il y a un second collège qui rassemble les indigènes, qui eux sont citoyens français, mais qui n'ont pas le droit de vote. Donc une situation un petit peu bizarre. D'abord, l'action des élus coloniaux permet de supprimer le travail forcé en Afrique. Alors sans contestation, les Français ont supprimé l'esclavage en Afrique. Il n'y a plus d'esclavage. Bon, l'esclavage a été supprimé officiellement en 1848, pour la seconde fois, parce qu'il avait été supprimé une première fois au moment de la Révolution. Donc il est supprimé en 1848, définitivement, mais à la place de l'esclavage, on crée le travail forcé en Afrique. C'est-à-dire que les indigènes sont soumis à un travail forcé. Et cela ne sera supprimé que par Houphouët-Boigny, qui est originaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vous le voyez, c'est à côté du Burkina, pas très loin du Sénégal, dont j'ai déjà parlé. Donc, Houphouët-Boigny va obtenir la fin de ce travail forcé. Et le Comité français de libération nationale va mettre fin à l'indigénat. L'indigénat, c'était ce qui relevait d'un code, le code de l'indigène, et cela est supprimé le 7 mars 1944. Mais il faudra plusieurs années pour adopter un code du travail. Mais un code du travail, attention, la nuance, pour l'outre-mer. Et c'est en 1952 simplement qu'il y aura un code de travail pour l'outre-mer, qui ne sera pas le même tout à fait que celui qui sera en usage en France. Donc, fin de l'indigénat, fin du travail forcé et création d'un statut de citoyen pour l'ensemble des pays colonisés. Donc, les habitants des colonies seront citoyens, ils auront le statut de citoyen. C'est une loi qui est due à un élu du Sénégal qui s'appelle Lamine Gueye. Donc, il propose cette loi, mais les indigènes, on continue à les appeler les indigènes, votent dans leur propre collège. Je vous donne des chiffres. Les habitants des colonies sont 65 millions. Combien y a-t-il d'habitants en France? Eh bien, la France, au même moment, c'est en 45, la France au même moment a 40,3
millions d'habitants. C'est-à-dire que la France, depuis la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle, connaît une stagnation démographique. C'est ce que l'on appelle officiellement, en France, la dépopulation. C'est-à-dire que certaines années, il y a plus de décès que de naissances. Et la population de la France stagne. Alors que la population des colonies, elle, augmente. Et les élus de la métropole s'inquiètent. Et donc ils s'inquiètent et ils considèrent qu'il ne faut pas aller trop loin. Alors que veut dire aller trop loin? Eh bien, c'est Édouard Herriot qui l'exprime. Il exprime en disant, le 26 août 1946, il ne faut pas que la France soit colonisée par ses propres colonies. Si, attention, ça c'est moi qui l'ajoute, si on adopte le suffrage universel. Car jusqu'à présent, les indigènes sont dans un second collège qui, lui, ne permet pas d'envoyer des élus à l'Assemblée nationale. Donc, les colonies ont 65 millions d'habitants, mais il n'y a que 7% d'élus au sein de l'Assemblée nationale qui proviennent des colonies. Donc, ils sont extrêmement minoritaires. Mais ils forment un groupe et ils sont pour des réformes. Donc, voilà ce que déclare Édouard Herriot. Et voici quelques vues de l'Assemblée de l'Union européenne qui est créée avec une assemblée spécifique. Alors, voyez le médaillon avec une carte de l'Afrique, de l'Indochine, de la France, donc l'Union française. L'Union française, les termes sont inexacts parce qu'une union ne peut se faire qu'entre des égaux. Or, on ne peut pas parler d'égalité entre les colonisés et les colonisateurs. Donc, voici cette réunion de l'Union européenne avec les drapeaux français qui flottent, bien entendu, et cela découle du second projet constitutionnel. Second projet constitutionnel qui est une victoire du parti colonial. C'est le MRP qui a joué un rôle essentiel à ce moment-là dans l'adoption du second projet constitutionnel, et le MRP était favorable à l'Union française, qu'on n'appelait plus l'Empire, bien entendu. Donc, le second projet constitutionnel est une victoire du parti colonial. On crée une assemblée de l'Union française, mais elle n'a qu'un rôle consultatif. Donc, on peut la consulter. Elle peut émettre des avis, mais ce ne sont que des avis. Autrement dit, la France, le gouvernement français n'est pas obligé de suivre les avis de l'Assemblée de l'Union européenne. Et cela d'autant moins que, à ce moment-là, la France bascule dans la répression. Alors bien entendu, nous allons aborder surtout deux aspects fondamentaux, la guerre d'Indochine et ensuite la guerre d'Algérie. Mais nous verrons en filigrane qu'il y aura aussi des mouvements revendicatifs en faveur de l'indépendance dans d'autres colonies, mais cela nous le verrons au fur et à mesure, bien entendu. Voilà les premiers ébranlements de l'Empire qui devient l'Union française. Au revoir et à bientôt.